Notre histoire, c'est sur votre web radio avec Édouard Nyansounou. Mesdames et messieurs, suite à notre émission qui nous apporte plus de lumière sur l'histoire de la déportation massive de la population, d'une grande partie, disons, de la population mondiale. Précisément, nous parlions dans l'émission précédente des moyens de pression mis en place pour faciliter cette déportation massive parce qu'il s'agissait des centaines de milliers d'êtres humains qui étaient déportés. L'exercice se poursuit avec celui que vous connaissez déjà, mesdames et messieurs, Dieudonné Nyamankou, directeur scientifique du Centre culturel Akanga de Porto Novo et historien. Bonjour à vous. Bonjour Édouard Nyansounou, bonjour aux auditeurs. Nous allons continuer à préciser tous ces moyens de pression mis en place. On a évoqué plusieurs, mais il en reste encore. Parlons des loges installées en ce moment-là. Les loges sont les premiers établissements que les Européens, les négriers européens vont installer sur les côtes ouest africaines et africaines en général. On a vu par exemple que le roi d'Alada en 1670 avait refusé aux Français d'ouvrir justement une factorerie. En 1688, plus tard, la première loge que les Français vont pouvoir ouvrir, d'abord ils vont l'ouvrir à Assini. Assini, c'est à la frontière de Ghana et la Côte d'Ivoire. Il y a d'ailleurs un célèbre prince de cette région-là qui va être amené en France sous Louis XIV du nom de Aniaba, qui va devenir capitaine de l'armée française. Donc, on est au début de l'année 1700, donc début du XVIIIe siècle. En 1702, 1701 et puis en 1702, les Français vont ouvrir une loge justement sur notre côte ici ouest africaine. Et cette loge-là, bien sûr, pour la protéger, ils vont faire venir des Africains, des Bambara, pour protéger cette loge-là. Et ces loges, donc, sont les premiers bâtiments qu'ils vont construire avec ce qu'ils appellent aussi les factoreries, et puis, ou des grands entrepôts, etc., qui deviendront, et plus tard, des forts. Parce que, par exemple, sur notre côte ici, à Gléhoué, il va y avoir progressivement plusieurs forts. Le fort portugais, qui existe encore aujourd'hui, mais il y avait le fort hollandais, qui n'existe plus, oui. Peine une trace. Il y avait le fort anglais, et il y avait aussi le fort français. Donc, vous voyez déjà, il y avait au moins 4 forts. Il y a le fort français qui existe encore, n'est-ce pas? Il y a l'esplanade, oui, du fort français. Okay. Il y a des vestiges, mais le fort français a été détruit. Okay. Il a été entièrement détruit. C'est juste l'esplanade qui reste comme vestige à Ouida. Mm-hmm. Voilà. Donc, vous voyez, on est passé progressivement des loges, factoreries et aux forts. Mm. Et les forts sont là des établissements militaires. Ce sont des bases militaires parce qu'ils sont plus grands de taille. Ils occupent des espaces, de grands espaces. Et bien sûr, ils sont bien protégés, équipés de canons. On a l'habitude de nous dire que les canons étaient dirigés seulement vers l'océan, mais c'est inexact. Si vous allez bien étudier les forts, que ce soit à Ouida, le fort portugais, ou vous allez à Elmina et dans de nombreuses autres régions, à Christiansborg, etc., vous verrez que les canons des forts étaient bien sûr dirigés vers la mer, mais aussi dirigés vers les terres. Parce qu'il y avait des menaces qui venaient des deux côtés. Et à un moment donné, les menaces qui venaient de la mer étaient réduites. Il y avait des menaces de la mer quand les pays européens se faisaient la guerre. Mais à un moment donné, ils ont fini par faire la paix sur les côtes africaines pour pratiquer les crimes qu'ils commettaient sur le continent. Et donc, les canons étaient dirigés vers l'intérieur des terres parce que les populations se révoltaient, se rebellaient. Et ils avaient peur que des groupes armés puissent venir attaquer leurs forts et libérer les captifs. En clair, le rôle des forts, c'est pour repousser les rébellions, c'est ce qu'on peut dire? Oui, ces loges, ces factoreries, puis les forts, comme on l'a dit, étaient lourdement équipés en artillerie lourde, en canons, en fusils, en poudre à canon, en munitions diverses, avec des garnisons composées de quelques officiers, des militaires européens, et de dizaines ou parfois des centaines de captifs qu'on transformait en soldats, les futurs tirailleurs du 19e et du 20e siècle. Donc, je demandais si le rôle des forts était de repousser les rébellions. Ah, ça consistait, bien sûr. Le rôle principal des forts, c'était la démonstration de puissance militaire, parce que c'était lourdement armé. Et donc, les forts devaient être imprenables. Parce que on ne nous dit pas souvent dans l'histoire
que les armées les rois africains avec leurs armées venaient attaquer les forts négriers européens. Ah bon? Ah oui, donc il fallait être protégé de cela. Et il y avait même des groupes de la liberté, si on peut les appeler ainsi. Dans nos villages, dans nos campagnes, dans nos régions, les parents dont des parents avaient été faits prisonniers se constituaient en groupe de défense pour aller jusqu'à la mer pour libérer leurs parents qui étaient prisonniers dans les captiveries, parce que les forts, justement, étaient des camps de concentration. Dans chaque fort négrier, il y avait ce que les négriers appelaient les captiveries. Les captiveries, ce sont les camps de concentration. C'était les prisonniers où étaient enfermés nos ancêtres en attendant d'être parqués dans les bateaux. Et d'ailleurs, comment on les parquait dans les bateaux? Il y a un petit document ici qui l'explique. On les mettait 2 à 2. Pourquoi on les mettait 2 à 2? Parce que les capitaines des bateaux avaient peur des rébellions. Nos parents se révoltaient tout le temps. C'est pas parce qu'ils étaient prisonniers de guerre qu'ils étaient attachés, parce qu'en fond on dit quand nous menons, donc attachés avec la corde, qui se laissaient faire. Regardez, quand les captifs arrivaient au bord de mer, quand on les conduisait au bord de la mer, les canots des vaisseaux les conduisaient dans des barques qui les transportaient à bord des navires. Mais immédiatement, on les mettait au fer, 2 à 2, dans la crainte qu'ils ne se soulèvent. Parce qu'à tout moment, nos ancêtres se révoltaient. Donc, on les soumettait au fer pour qu'ils ne se révoltent pas. Ou bien pour qu'ils n'échappent pas à la nage. Parce que qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont tant de regrets à s'éloigner de leur pays qu'ils saisissent l'occasion, la moindre occasion, de sauter à la mer, hors du canot, de la barque ou du navire. Et qu'ils demeurent au fond des flots jusqu'à ce que l'eau les étouffe. Ils préféraient mourir en pleine mer, dévorés par les requins. Que dit l'auteur? Ils préfèrent, on en a vu plusieurs dévorés par les requins au moment qu'ils s'élançaient dans la mer. Ces animaux, ces requins, sont si accoutumés à profiter du malheur des nègres qu'ils suivent quelquefois un vaisseau, un bateau, jusqu'à la Barbade. Vous imaginez? Depuis Ouida, depuis Grand Popo, Petit Popo, depuis Badagry, depuis Elmina, les requins pouvaient suivre les bateaux à la nage jusqu'à la Barbade, dans les Caraïbes. Puisqu'ils ont l'habitude de voir les hommes sauter à bord des navires dans la mer pour les dévorer. La personne qui a écrit là, c'est un esclavagiste? Oui, il s'appelait Phillips. Il travaillait dans un navire négrier, donc il raconte comment ça se passait, comment ils attachaient les captifs dès qu'ils arrivaient dans les bateaux pour ne pas leur permettre de sauter à bord. Quand nous parlerons des résistants, nous reviendrons là-dessus. Dans tous les bateaux négriers, il y avait des mouvements de résistance et de révolte sur les navires. Et à Ouida, là, à Gléhué, les requins mangeaient nos ancêtres qui préféraient mourir, être dévorés par les requins que d'être esclaves en Amérique. La liberté d'abord. Donc tout le monde connaissait la valeur de la liberté. Nous parlons toujours de ces loges et forts. Il y a une question que je voudrais encore poser à propos. De quoi prétestait-on pour construire ces loges qui deviennent plus tard des forts? Au début, c'était le commerce. Pour dire qu'on veut entreposer les marchandises venues d'Europe, qu'il y a du personnel pour leur garde, pour leur entretien, et puis pour faire le commerce. Mais quand ils ont commencé à déporter, à rasier, fomenter des guerres, etc., le but principal, c'était plutôt d'y installer des garnisons. Justement, les garnisons, ce sont les troupes militaires qui étaient chargées de protéger ces forts-là et d'organiser la rébellion. Ces forts-là, ces loges et ces forts, c'était des bases militaires. C'est de là que les commandants, c'était des militaires qui dirigeaient pour la plupart les forts négriers. Et leur but, c'était d'organiser l'approvisionnement en captifs des bateaux négriers. Les bateaux négriers arrivaient toutes les semaines, tous les mois, toute l'année. Et il leur fallait des milliers de captifs toutes les semaines, tous les mois. Des centaines de milliers de personnes par an. Vous voyez, donc, il fallait toute une logistique, toute une stratégie, tout un équipement militaire, des hommes, des armes, des stratégies de contrôle des populations, des guerres. Et c'est l'anarchie qu'ils vont créer, le désordre qu'ils vont créer, qui va désorganiser nos royaumes. Mais est-ce que les forts étaient exclusivement sur les côtes? Les forts étaient sur les côtes. Sur les côtes. Moi, je n'ai pas connaissance de forts construits à l'intérieur des terres. Les forts étaient, quand vous prenez depuis le Sénégal, le Ghana, jusqu'à chez nous, il y avait des dizaines de forts négriers. Rien qu'au Ghana, il y avait près d'une 50aine de forts négriers.
Il y a un historien hollandais, Van Danzig, qui a fait un livre sur les forts hollandais, justement sur la côte ouest africaine, en particulier au Ghana, sur la côte de l'Or. C'était sur les côtes, les forts. Les moyens de pression se suivent et peuvent se ressembler aussi. La création des milices, ça vient avec la création des loges et forts, n'est-ce pas? Absolument. Absolument. La création des milices, ça, c'est le meilleur exemple que j'avais commencé à donner. C'est ce que les Européens ont mis en place à la frontière entre notre pays, le Bénin et le Togo d'aujourd'hui. Dans la zone d'Anéro, où il y avait Petit Popo, qu'on appelait Glidji, il y avait un fort négrier là, qui était un port de déportation, donc de dizaines de milliers de nos ancêtres. Et pour pouvoir sécuriser ce trafic-là, criminel, les négriers européens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre en place des troupes de mercenaires, des milices dans cette zone-là. Et ça va être la plus grande troupe de mercenaires de notre zone. Dans la Kwamu aussi au Ghana, il y aura une troupe de mercenaires, une armée de mercenaires. Celle dont je parle ici, à la frontière entre le Bénin et le Togo actuel, était composée de plus de 20 000 militaires, dirigés par des Européens bien sûr, mais progressivement, ceux qu'on peut appeler les tirailleurs, c'est-à-dire les mercenaires africains qu'on faisait venir, comme on a vu, d'autres régions qui étaient formés là, pouvaient monter en grade et devenir aussi des officiers et être parmi ceux qui dirigeaient ces troupes de mercenaires. L'un des plus célèbres a été le général Achangmo, qui va faire la guerre à Dada Agaja, le roi du Dahomey. Nous voulons aussi parler des otages. Est-ce que ce sont ces otages-là qu'on fait mercenaires plus tard pour venir tenir les forts? Il y avait deux types d'otages. Allez-y. On peut dire même trois. Il y avait les otages politiques. Il y avait les otages politiques, mais il y avait les premiers otages, ce sont ceux qu'on faisait venir, des captifs qu'on faisait venir d'autres régions, par exemple d'Afrique centrale vers l'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique occidentale vers l'Afrique centrale, ainsi de suite, vous voyez, d'un pays vers un autre, et à qui on proposait de recevoir une formation militaire, ou s'ils refusaient, ils étaient déportés. L'autre catégorie d'otages, c'était les parents de ceux que certains historiens appellent les complices africains de la traite négrière. On l'a vu, aucun événement de cette ampleur, avec toutes les guerres et conflits qui ont eu lieu, ne peut se faire, bien sûr, sans qu'il n'y ait des complicités locales. Bien sûr, il y a eu des complicités locales, mais ces complicités locales, comment elles ont été mises en place? Il y a certainement eu des gens que personne n'a obligés à venir se rendre complices. Dans tous les peuples, dans toutes les guerres, il y a toujours des gens qui vont tout de suite du côté du vainqueur. Quand ils se disent que ceux-là sont plus forts que nous, il y a un intérêt. Donc il y a certainement eu des gens comme ça. Mais on ne peut pas écrire l'histoire en se basant sur quelques individus. Un des colloques que l'UNESCO a organisé à Port-au-Prince en Haïti en 1975, les historiens réunis là-bas avaient dit qu'il y avait plus de 210 millions d'Africains qui ont été victimes de la traite négrière. Vous voyez? Donc on parle de centaines de millions de personnes déportées et victimes. Et donc là, on ne parle pas de quelques cas individuels et isolés. Pour revenir à ce que vous avez demandé, les otages. Oui, le système des otages qui a fonctionné pendant des siècles est le suivant. Ceux qu'on prétend avoir été des complices des Européens étaient eux-mêmes des otages. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, quand les capitaines des bateaux négriers arrivaient, ils allaient voir les commandants des forts. Vous demandiez tout à l'heure à quoi servaient les forts. Voilà une des missions principales des forts. C'était d'accueillir les commandants des navires négriers qui arrivaient, recueillir leurs besoins, non seulement en captifs, mais aussi en vivres, etc., tous leurs besoins ou en d'autres produits qu'ils voulaient, mais principalement en captifs. Et les délais qui étaient les leurs pour partir, continuer leur chemin dans la navigation vers l'Amérique. Donc, quand le point était fait entre les commandants des forts et les commandants des bateaux, on allait chercher les soi-disant complices africains, à qui maintenant on donnait ordre d'aller faire la guerre et ramener les captifs dont on avait besoin pour approvisionner les bateaux qui étaient en rade, en pleine mer, qui attendaient. Et on donnait les délais à ces complices-là, mais qui étaient des mercenaires en fait, c'était des mercenaires tout simplement. Ceux qui étaient des autorités locales, comme des chefs par exemple, qui étaient contraints de participer, qu'est-ce qui leur arrivait? On prenait leurs familles, leurs femmes, leurs enfants, leurs serviteurs, tous leurs parents, et on les mettait en otage dans les bateaux sur la mer. Et on leur donnait le délai pour aller faire la guerre et ramener le nombre de captifs. Si c'était 800 captifs, si c'était 1200 personnes, on leur donnait 1 mois, 2 mois, 3 mois pour aller ramener. Et donc, bien sûr, ils n'allaient pas seuls.
ils allaient avec les troupes de mercenaires qui étaient lourdement armés, équipés, que ce soit et dirigés par des officiers européens, mais aussi par des soldats africains, donc qui étaient des mercenaires. Voilà à quoi servaient justement ces forts-là et comment était organisé ce système d'otages. Et c'est quand ces chefs qui étaient contraints de participer ou ceux qu'on appelait les complices locaux, parce qu'on nous parle d'Africains qui étaient sur la côte, qui faisaient du commerce, qui étaient des négriers africains, ces négriers africains, je conseille aux historiens qui en doutent de faire des études approfondies sur le système, comment ça fonctionnait, et ils découvriront facilement que ces soi-disant négriers africains étaient eux-mêmes des otages, puisqu'on prenait en otage leur propre famille. Et quand ils revenaient des razzias, si le nombre était insuffisant par rapport à la requête des commandants des bateaux, le commandant du fort et le commandant du bateau puisaient parmi les otages de la famille de ces soi-disant négriers africains qui vendaient des Africains. On prenait leurs propres femmes, leurs propres enfants. Donc nous avons de nombreux exemples où celui qui était considéré comme le plus grand négrier de la côte de Badagry, dans le Calabar, au Nigeria actuel, a eu 2 de ses fils pris et emmenés en Amérique pendant des années qui ont été réduits en esclavage. La chance qu'il a eue, comme lui connaissait les commandants des bateaux et les commandants des forts négriers, il a réussi à payer de l'argent pour qu'on retrouve ses enfants, qu'on lui a ramenés 7 ans plus tard. Donc voilà deux enfants d'un négrier africain, négrier entre guillemets, puisque les gens aiment dire que les Africains participaient. Voilà dans quel contexte les Africains étaient contraints de participer à la traite négrière. On pourrait aussi revenir sur Iseka les jours à venir. Il y a aussi la question des flottes, de vaisseaux de guerre. Oui, tout à fait. C'est pour cela que je disais qu'il faut faire attention à la terminologie. Oui, parce que quand on dit traite négrière, on pense à commerce, on dit commerce triangulaire, etc. Et on pense que c'était des activités commerciales. Comme l'a dit un des plus grands historiens africains, originaire du Nigeria, et le professeur Joseph Inikori. Depuis quand va-t-on faire du commerce avec des fusils, avec de l'artillerie, avec des canons, avec une armée? Depuis quand va-t-on au marché? Quand vous allez à Dantokwa, vous allez avec des pistolets, avec des gardes du corps et des militaires, avec des canons, des fusils, pour aller acheter de la tomate, pour aller acheter de la viande. Ça dépend de la personne. Si je suis une autorité qui veut se protéger, je peux aller avec des militaires. Ça, c'est le cas d'une autorité, mais il n'y en a pas beaucoup, d'une autorité politique qui va avec des gardes du corps. Mais ici, nous parlons de personnes pendant des siècles qui disent qu'ils faisaient du commerce avec les Africains et qui venaient acheter des Africains. Et justement, et comme le dit le professeur Inikori, il n'y a pas eu de commerce et que l'être humain ne peut pas être une marchandise. Donc déjà, il réfute l'utilisation du terme de commerce pour parler de ce qui s'est passé. Et donc, ces flottes de vaisseaux, c'était les escortes des bateaux négriers. Certains historiens vous diront, oui, il y avait des escortes parce que les navires négriers étaient parfois attaqués par des pirates dans les mers. Il y avait des pirates européens, effectivement, qui attaquaient des navires pour voler les équipages et les captifs qui étaient dans ces bateaux-là. Il y avait aussi des conflits entre même puissances maritimes européennes, négrières. Oui, il y avait tout ça. Mais les vaisseaux de guerre avaient pour mission sur les côtes africaines aussi de protéger justement les équipages et au besoin d'aller attaquer les populations africaines. Les cas sont nombreux depuis le départ, depuis les années 1400 jusqu'au 19e siècle. Les cas sont nombreux justement de ces vaisseaux de guerre qui venaient jusqu'à proximité des côtes et qui tiraient au canon depuis les navires pour semer la panique et justement pour effrayer les populations, pour les rendre plus vulnérables aux assauts des esclavagistes. Autre question que nous pouvons aussi aborder en lien avec les moyens de pression, c'est l'éducation des jeunes princes. Oui, tout à fait. C'est important de le savoir. Je parlais tout à l'heure justement d'un prince de la Côte d'Ivoire actuelle, originaire d'Assini, Aniaba, le prince Aniaba. Dans le cadre de ces compétitions-là entre les puissances européennes et dans le cadre du renforcement de liens pour convaincre justement les royautés africaines à être leurs alliés, leur recherche de partenaires africains, l'une des stratégies employées, ça a été de proposer au roi de laisser un de leurs enfants, un prince, à disposition des Européens qu'on allait envoyer en Europe ou pour les Portugais à Sao Tomé, sur les côtes ouest africaines de Sénégambie, pour recevoir une éducation européenne, pour aller découvrir l'Europe et venir dire à leurs parents ce qu'était le pays européen concerné, pour nouer, renforcer les liens d'amitié. Et donc c'est ainsi que le prince Aniaba s'est retrouvé à la cour de Louis XIV. Et c'est ainsi que un des princes d'Allada
s'est retrouvé à Sao Tomé, envoyé par les Portugais, où il a reçu son éducation. Et le roi, et qui est devenu roi d'Alada plus tard, c'est le nom qui est donné par cet auteur européen, il nous dit que le roi d'Alada, Rouffon, Ziflon, dans les récits européens, parlait couramment portugais et a dit à un de ses interlocuteurs européens avoir été éduqué à Sao Tomé. Et un autre voyageur européen a rapporté que ce même roi lui avait également dit avoir appris l'espagnol à Ofra, à Godomé. Ofra à Godomé. Oui, Ofra, c'était un des anciens noms. Godomé, c'est un nom plus récent. Okay. À l'époque, on disait Ofra ou Djekin. C'était la zone portuaire du royaume d'Alada sur la mer. Parce que le royaume d'Alada est quand même un peu à l'intérieur des terres. Mais Alada contrôlait un port sur la côte qui est aujourd'hui dans la zone de Calavi, à Gomé-Calavi, Godomé. Il y avait un port négrier là. Allez-y. Voilà. Et donc, les Européens étaient installés là aussi. Et donc, visiblement, en tant que jeune prince, ce prince-là est aussi passé par Ofra d'abord. Probablement, ils l'ont gardé là d'abord quelque temps, où il a appris l'espagnol. Et plus tard, il a été envoyé à Sao Tomé, où il a reçu son éducation là-bas. Et bien sûr, il savait lire et écrire couramment en portugais. Donc, ces stratégies d'otage-là sont très nombreuses. On éduque la jeunesse, les jeunes princes. D'autres peuvent se demander ou se dire qu'il n'y a pas un lien direct avec la déportation des populations. Le lien est très simple. Allez-y. Quand on n'arrive pas à obtenir tout ce qu'on veut du roi, on propose d'éduquer un de ses enfants. Et cet enfant-là, on va l'éduquer en lui donnant une éducation européenne, en lui parlant du christianisme et en lui parlant de la supériorité des Européens sur l'Afrique, sur les Africains. Et on va le convaincre de la nécessité pour les Européens d'avoir des captifs pour développer leur colonie du Nouveau Monde, qu'ils appellent le Nouveau Monde, en Amérique. Et donc, pour en faire un allié. Et donc, plus tard, quand ce prince deviendra roi, il sera un allié des Européens, que ce soit des Portugais ou des Français, et il va faciliter justement les transactions ou les échanges souhaités par les Européens. Comme on miroite l'Eldorado aujourd'hui et que les jeunes veulent aller, c'est un peu comme ça? Oui, mais là, les jeunes ici, là, c'est tout le peuple. Mais à l'époque, on parlait du prince, donc c'était une personne dans tout un peuple. C'était pas qu'on le miroitait pour une population, non. Les rois étaient réticents à envoyer leurs enfants. Mais finalement, il y a eu des cas. Bon, on sait aussi que c'était pas forcément des vrais princes qui étaient envoyés. Beaucoup de rois n'envoyaient jamais leur fils ou prince héritier. Ils envoyaient un enfant de la cour, ça peut être le fils d'un noble ou même le fils d'un serviteur, qu'ils envoyaient pour voir un peu, pour qu'ils ne deviennent pas otages et ils ne soient pas victimes de chantage. Une dernière question sur le sujet. Lorsqu'on prend les régions septentrionales, surtout la région septentrionale de l'espace actuel de la République du Bénin, les conditions ne sont pas autant remplies pour que ces moyens que nous avons décrits jusqu'ici soient expérimentés de ce côté-là. Oui, s'il faut dire, il est important de dire que la plupart des peuples de nos anciens royaumes ont été victimes de la déportation, des razzias de la déportation. Même si les Européens étaient basés sur les côtes, c'est toute l'Afrique, quasiment tous les Africains qui ont été victimes des razzias. Comme je l'ai dit à une conférence, le seul peuple africain connu qui n'a pas été victime des razzias, que ce soit des razzias des Arabes ou des razzias européennes, c'était le Burundi, le royaume de l'Urundi. Ils avaient réussi à protéger, les rois et les armées là-bas avaient réussi à protéger leur population de toutes les agressions extérieures et de la déportation. À part cela, les Africains ont tous été victimes des razzias et de déportation. Donc, en ce qui concerne notre pays, il n'y avait pas que les populations du Sud. Les populations du Sud ont été les premières populations victimes, ceux qui sont sur la côte d'abord. Et progressivement, ça a été à l'intérieur des terres. Et bien sûr, les gens pensent souvent que le royaume du Dahomey n'a pas été victime, qu'il y avait des guerres, que le Dahomey livrait des guerres aux autres royaumes. Mais il faut savoir, par exemple, que toutes les populations ont été victimes, que les fonds ont été déportés en esclavage. Commençons par les peuples du Sud, que ce soit les Hula, les Huida, après les Aizo, tous les groupes Adja, les Mahi, les fonds, en fait, les Goons, si on va de l'autre côté de l'est du pays, que ce soit Kétou, Siavé. Et au nord aussi du Bénin, les populations étaient victimes. Semble-t-il que de ce côté, les moyens les plus utilisés, pour ne pas dire le moyen le plus utilisé, c'était la guerre entre les royaumes. Oui, totalement.
c'était la guerre. La guerre a été la principale source d'approvisionnement des captifs. C'était les guerres. Et les Européens fomentaient les guerres. Comme je l'ai lu dans le témoignage sur la compagnie de Hollande du père Labarthe, ils le disent eux-mêmes. Aucune guerre n'avait lieu entre les royaumes africains sans la participation des Européens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait jamais eu de conflit entre nos royaumes avant l'arrivée des Européens. Il y a certainement eu des conflits entre des peuples, entre des princes. On sait bien que dans les dynasties royales, il y a des conflits. On sait qu'à Djatado et tout ça, il y a eu des conflits, il y a eu des migrations venues de Oyo, venues de Ifẹ̀, etc., etc. Bien sûr qu'il y avait des conflits aussi entre les Africains, mais des guerres aussi permanentes qui vont durer des siècles et qui vont dépeupler. On veut bien comprendre, hein. Ils inventent, les Européens inventaient ces guerres. Comment ça se passait concrètement pour que finalement ils prennent les captifs pour les convoyer de l'autre côté de la mer? Mais le kidnapping n'étant plus suffisant, il fallait bien trouver un moyen d'avoir des captifs. Et le seul moyen d'avoir des captifs, c'était des guerres. Donc c'est l'Européen qui dit à un roi X, lève-toi, va faire la guerre à Y, c'est ça? Ça ne se passe même pas comme ça au départ. Non, ça ne se passe même pas comme ça. Puis ils ont créé des troupes armées. Ils ont des troupes militaires, ils ont des mercenaires. Donc, c'est eux-mêmes qui décident d'aller attaquer et qui envoient leurs troupes de mercenaires. Maintenant, dans les troupes mercenaires, on l'a vu, il y a des milliers de captifs africains qui ont été militarisés, qui ont été formés. Comme on a eu des milliers d'Africains, des centaines de milliers d'Africains, tirailleurs, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. C'est le même système. Et donc, ils vont fomenter ces guerres-là. Maintenant, on va prendre des exemples concrets pour parler de notre pays, des royaumes de notre pays. Allons-y rapidement. Vous voyez, les premiers captifs déportés, quand les Européens vont s'installer sur notre côte, le royaume de Sarre, donc sa capitale Savi, mais Gléhoué va devenir le port. Quand ils vont faire pression sur Alada et puis le Godomain, en fait, à l'époque on disait Ofra ou Djekin devient port de déportation. Qui sont les victimes? Les premières victimes, les premiers déportés, ils viennent de l'intérieur des terres. Et ils viennent d'où? Ils viennent de Oyo. C'est Oyo qui fournit le royaume de Sarre et le royaume d'Alada en captifs. Donc ce ne sont même pas des populations du voisinage de notre région qui sont les déportés là. Ce sont des prisonniers de guerre, des guerres que Oyo fait avec d'autres royaumes dans le Nigeria actuel ou au nord contre d'autres territoires. Quand les Européens vont prendre contrôle de Sarre et vont prendre contrôle d'Alada, les guerres qui vont être menées à partir du royaume de Sarre et à partir du royaume d'Alada, vont être menées contre les populations des royaumes qui sont au nord d'Alada et au nord de Sarre. Et qui est au nord de Sarre et d'Alada? C'est le royaume du Dahomey. Merci à vous, professeur Dieudonné Niamakou. Je rappelle que vous êtes historien, vous êtes le directeur scientifique du Centre culturel Akanga de Porto Novo. Merci à tous. Cette émission, c'était également avec Virgile Awansé, Samuel Rundioy. Devant ce micro, vous avez Edouard Nyansounou.